Je suis ravi de vous retrouver pour un second apéro. On va pas du tout parler d'hypnose aujourd'hui, on va être dans un sujet beaucoup plus spécifique, purement dentaire. On va parler de prévention et de prophylaxie, et d'autant plus que, comme je vous le disais, si vous avez pu voir la petite vidéo de présentation, il se fait que ce protocole de prévention et de prophylaxie s'accorde très très bien avec les protocoles que nous allons devoir mettre en route dans nos cabinets dans les semaines et les mois à venir. Donc voilà la raison pour laquelle on a décidé de vous présenter un petit peu cette approche-là. Alors, je ne sais pas si parmi vous, il y en a qui ont fait le petit défi que je leur ai demandé, c'est-à-dire de ne pas se brosser les dents aujourd'hui, ou du moins sur l'après-midi. Donc, est-ce que vous pouvez, dans le chat, éventuellement me dire si c'est bon, parce qu'on va faire un petit test comme ça, et si aussi parmi vous, il y en a qui ont pu passer au cabinet et prendre du détecteur de plaques pour pouvoir faire le test de façon probante. Alors, je vais juste rediminuer un petit peu parce que ça me semble fort, fort clair. Voilà, ça va être beaucoup mieux comme ça va être plus sympa. Très bien. Et donc, du coup, hop, on va commencer tout de suite. Alors, je vais vous mettre la petite présentation. Voilà. On y va. Donc, l'idée, c'est de pouvoir justement vous présenter un petit peu comment on peut faire de la prévention de façon durable et efficace. Et par rapport à cela, justement, il faut juste que je ressorte un petit peu quelques instants pour pouvoir remettre. Là. Je reviens sur celui-là. Je vais repartager une petite vidéo par rapport au détecteur de plaques. Alors, il faut juste qu'elle réapparaisse comme ça. Voilà. Et celle-ci en écran principal. Voilà. Donc, je voudrais vous montrer le triplaque de chez GC. Alors, non pas que j'ai quoi que ce soit à voir avec GC, mais je pense que c'est vraiment le détecteur de plaques qui est le plus approprié. Alors là, vous avez pour à peu près l'équivalent de détecteur de plaques pour au moins 5 patients dans le godet d'Appen qui est là. Donc c'est vraiment, vraiment trop. Il en faut très, très peu pour faire toute la bouche. En plus, sa plaque, ça se met partout et c'est très difficile à enlever. Donc vraiment, si vous utilisez le détecteur de plaques, il en faut toujours très, très peu. Et ce qui est intéressant avec ce détecteur de plaques, c'est qu'en fait, on va le voir donc par rapport à l'application, évidemment, c'est les petits pinceaux qui sont le mieux. Et le mieux encore, c'est de demander au patient de le faire lui-même avec un petit miroir face à main. Comme ça, il apprivoise tout doucement les techniques, le brossage, le miroir et l'échange pour vérifier ce qu'il est en train de faire et comment il peut le faire. Donc, si vous avez fait le petit test que je vous avais dit aujourd'hui, je vais vous demander, pendant que je vous explique ça, de mettre, si vous avez pris du détecteur de plaques, de mettre votre détecteur de plaques, vous le mettez en place, vous rincez un bon coup, et puis vous allez faire une petite photo avec votre téléphone. Rassurez-vous, vous allez la garder juste pour vous, mais ça va vous permettre de voir un petit peu ce qu'on peut voir ici. Vous voyez, on voit déjà une différence significative, on a une différence gauche-droite, et on a plusieurs couleurs qu'on va mieux voir. Je vais vous expliquer les différences significatives gauche-droite tout à l'heure, mais là, par exemple, vous voyez, on a quelque chose qui est intéressant, c'est que on a le rose qui montre la plaque qui est récente, qui a moins de 24 heures. Le bleu foncé montre de la plaque qui a plus de 48 heures, donc qui est déjà en place. Et ce qui est intéressant, même si ce n'est pas très visible sur cette vidéo-ci, on le verra mieux tout à l'heure dans les cas cliniques, on a également du bleu turquoise tirant vers le vert. Et là, en fait, c'est de la plaque cariogène. C'est de la plaque qui est très acide et qui provoque la déminéralisation de l'émail. Donc, triplaque parce que 3 couleurs. Et l'aspect du gel est très très intéressant pour justement ne pas en mettre partout. Voilà. Et du coup, ben, ça nous permet de faire un assez bon diagnostic et on va pouvoir voir comme ça, par exemple, ici, je peux déjà, d'ores et déjà vous dire que notre patiente, rien qu'en observant les choses comme ça, elle est droitière. Alors, on va mieux le voir tout à l'heure. Je vais sortir de cette petite vidéo. On en a besoin pour l'instant, donc je vais repartager cette fois. Voilà. Repartager le keynote. C'est parti.
Et donc, on va parler voilà, du Genius. Voilà, les commandes. Vraiment, je vais la reconnecter. On va voir si c'est bon. Bon, on fera sans télécommande, c'est pas grave. Pourquoi vous parlez d'Igenius? Parce qu'en fait, dans la première dizaine d'années d'exercice que j'ai fait, j'essayais de faire du mieux que je pouvais les soins possibles et je me rendais compte en fait que très souvent, à force d'observer, de regarder et de réfléchir, la santé et les bouches de mes patients étaient un peu comme un escalier. C'est-à-dire qu'en fait, plus je mettais d'assiduité, plus j'arrivais à maintenir la face horizontale de l'escalier longtemps, mais malgré tous les soins que je pouvais faire et toute la prévention que je pouvais faire, il y avait quand même des étapes où à un moment, il y avait une décompensation du patient, et puis on repassait à une étape de stabilisation, décompensation, et ainsi de suite. Et ça m'embêtait parce que rien que sur 10 ans, je voyais quand même bien que cette santé, alors que j'essayais de faire tout ce que je pouvais, était quand même dans une diminution constante. Donc, je me suis posé la question de savoir quel est le meilleur soin que je puisse faire à une dent. Bien sûr que si une dent est manquante, on est content d'avoir un implant ou s'il y a une carie, d'avoir une obturation, une reconstruction. Et maintenant, avec ce qu'on peut faire, les céramiques, etc., c'est toujours mieux. Mais il est clair que le meilleur soin que je puisse faire à une dent, c'est de ne jamais y toucher, tout simplement. Et comme je vous le disais dans la vidéo, malheureusement, si on regarde, nous avons été formés, ou plutôt déformés, à soigner les dents. On ne nous a pas appris à ne pas les soigner. Alors, même si ça a évolué et que les guidelines sont mieux maintenant, néanmoins, on constate qu'il n'y a pas l'élément nécessaire, et je vais vous expliquer quel est l'élément nécessaire pour que ça puisse fonctionner. Alors, il y a différentes choses. Il y a l'aspect, évidemment, est-il possible de faire des soins qui feront qu'on n'a pas à soigner? La réponse est oui, je vais vous le montrer. Mais il y a aussi différents aspects techniques qui peuvent faire qu'on n'y arriverait pas. Du coup, qu'est-ce qui peut me retenir, moi, praticien ou mon équipe, de faire ce type de soins, c'est-à-dire de la prévention pour ne pas avoir à soigner? Tout d'abord, première chose quand on demande, ça prend du temps. Faire de la prévention, ça prend du temps. Puis, la rentabilité, les soins préventifs, c'est moins rentable que les soins curatifs. Quoique, on en reparlera également tout à l'heure. Et puis, c'est un long chemin pour y arriver. C'est du temps et du temps consacré. En plus, je ne suis pas tout à fait certain que mes patients, leur motivation sera là. S'ils pouvaient avoir un casque qui brosse tout seul, une petite pilule ou un machin qui fait, ce serait bien. Voire certains ont même dit qu'ils ne feraient pas. Et les résultats sur le long terme, parce que vous faites tous de la prévention, vous savez que sur le long terme, quand on fait de la prévention, c'est pas toujours top. Et par contre, ça demande une grande énergie pour pouvoir justement arriver à impliquer et motiver les patients. Donc, tout ça peut faire qu'en effet, on se retrouve à dire, bon, la prévention, c'est bien, mais c'est pas facile à mettre en œuvre. En plus, on a énormément de formations techniques sur le fait de soigner le patient, mais on n'en a pas beaucoup. Il n'existe pas grand-chose comme formation pour la prévention et même pour l'information à donner à nos patients, parce que la plupart des informations qui sont faites de façon préventive nous viennent généreusement offertes par les sociétés qui nous fournissent les produits, mais vous l'avez vu déjà dans la petite vidéo de présentation du triplaque, elles sont biaisées, notamment là vous avez la moitié du godet d'Appen qui est rempli, il n'y a pas besoin d'autant, et si vous regardez n'importe quelle pub de n'importe quel dentifrice, vous verrez qu'on remplit toujours évidemment toute la brosse à dents. Pourquoi? Parce que 1 centimètre de dentifrice qui est mis en plus, ce sont des milliards de dollars chaque année qui sont ainsi engrangés. Donc cette information-là aussi, même si elle est souvent bien faite et utile, peut être biaisée. Donc ce n'est pas toujours évident d'avoir tous les supports pédagogiques et tout ce qu'il faut pour faire vraiment une bonne information claire des patients. Après, il faut trouver aussi de quoi former son équipe. Donc j'ai la chance de vous présenter mon équipe. J'aime bien les logos. Et c'est très très important parce que la prévention, ça doit fonctionner en équipe et il faut absolument avoir une équipe qui soit bien rodée.
sans quoi on va à la catastrophe. La preuve. Voilà. Donc, pendant ces 10 années, j'ai fait tout ce que je pouvais pour essayer d'améliorer la santé et je constatais quand même ces marches d'escalier. À force de chercher, j'ai eu la chance de rencontrer Michel Blick, qui maintenant est devenu un ami et même mon associé dans la formation de prévention. Et chez lui, en faisant une formation de prophylaxie individualisée, je me suis retrouvé, après 10 ans d'exercice, à améliorer d'à peu près 25% la qualité de mon brossage. Donc, ça faisait 10 ans que j'étais dentiste, que j'expliquais aux gens comment brosser correctement. Et je me suis rendu compte que je pouvais améliorer de 25% la qualité de mon brossage en allant chez lui. Autant dire qu'à ce moment-là, on se remet dans ses petits souliers et on comprend pourquoi, en effet, on a des marches d'escalier, puisque même nous, nous ne sommes pas toujours au top du top. Donc, Michel fait de la prévention et prophylaxie depuis 45 ans et lui utilise ces outils-là dans la paro, puisqu'il est paro exclusif et on lui réfère les patients pour cela. On a évidemment apprécié tout son enthousiasme et on a appris à se brosser les dents d'une bien meilleure façon, comme je vous le disais, avec des outils. Et aussi, on s'est rendu compte que chaque bouche était différente et donc c'était une prophylaxie qui devait être personnalisée, individuelle. Du coup, on est rentré et c'était le premier jour du reste de notre vie de dentiste avec toute l'équipe. Bien évidemment, en ayant appris ça, je voulais offrir et porter la bonne parole, ce qui fait que la première semaine où on est rentré, je me suis pris, alors que d'habitude je suis à l'heure au cabinet, 2 heures de retard, tout simplement parce que je voulais expliquer à tous les patients. Donc mon équipe m'a dit fin de semaine, OK Kenty, on va faire ça parce qu'on est très motivé, mais on va prendre le temps de bien faire les choses. Et pendant à peu près une année, on a commencé à développer un protocole parce que on ne souhaitait pas faire juste de la paro. On voulait pouvoir appliquer ce protocole-là à tous les patients, c'est-à-dire de la future maman jusqu'aux enfants en bas âge. En orthodontie, ce sont des séances spécifiques. Et puis chez le jeune adulte, il y a des demandes et des besoins particuliers. Chez l'adulte, et même plus tard, lorsqu'on a des prothèses ou on n'a plus de dents, etc., il y a quand même toute une prophylaxie qui est à faire. Et là, on forme même les aides-soignantes qui sont dans les maisons de repos, etc., pour améliorer les choses. Donc, on a mis en place un protocole. La première année, c'est moi qui m'occupais de faire toutes les explications et tous les traitements. Et une de mes assistantes était très intéressée, donc elle était toujours à côté de moi. Et au bout d'un an, eh bien, elle a commencé à pouvoir donner les séances de prévention et prophylaxie. Et puis, on s'est retrouvé avec 2 assistantes. Donc, vous voyez, toute l'équipe a vraiment choisi de s'investir dans ce projet et de transformer le cabinet, ce qui a amené pas mal de choses dont je vais avoir l'occasion de vous expliquer. Alors, justement, quel est le succès de cela? C'est que d'abord, on a vu rapidement que les bouches de nos patients se sont grandement améliorées. On a eu franchement de plus en plus de retours extrêmement positifs. Et ce qui s'est passé, c'est que, bien sûr, on a d'abord parlé à nos patients qui étaient les plus investis, etc. Mais petit à petit, ils ont commencé finalement à en parler autour d'eux. Et puis, on a eu de plus en plus de personnes qui venaient de l'extérieur juste pour ça, parce qu'ils avaient entendu parler et un intérêt par rapport à cela. Alors, ce qui fait la spécificité d'Hygienius, parce que toutes et tous, vous faites de l'enseignement de brossage et oui, ok, vous pourriez améliorer peut-être un petit peu vos guidelines de brossage, on va en reparler tout à l'heure et vous allez pouvoir le tester, mais vous allez voir aussi qu'il y a une spécificité, c'est en fait la première consultation qui est une consultation qu'on appelle le clearing et qui est une consultation tout à fait particulière dans laquelle en fait on va expliquer aux patients les choses, c'est-à-dire tous les risques, tout ce qui se passe, tout ce qu'il y a dans sa bouche, les soins qu'il y a à faire, s'il y a des choses urgentes, etc., bien sûr, mais aussi tous les risques par rapport aux problèmes de gencives qui sont peut-être déjà là ou pas encore, qui pourraient venir, etc. L'idée, c'est de lui donner toutes les infos de façon simple pour qu'en conscience, il puisse prendre une décision, c'est-à-dire clarifier ses objectifs, parce qu'on va avoir de lui. Donc, cette séance de clearing, c'est une communication qui va permettre au patient une clarification de ce qu'il souhaite faire ou pas. Pour ça, on va utiliser un message simple, rapide et efficace. Et l'idée, c'est quoi? C'est de partir de l'aspect général. Donc, dans cette première consultation, on va faire quoi? On a un bilan.
dentaires, carieux, etc. On fait un sondage parodontal. Alors, tout à l'heure, je vous parlerai des applications Covid, donc ce protocole, il est un petit peu modifié puisqu'on ne pourra pas réaliser tout ce qu'on veut non plus. Il y a également une radiographie panoramique qu'on fait s'il n'y a pas de radio depuis 2 ans. Et on a un protocole de photos que je vais vous montrer dans quelques instants parce que c'est vraiment grâce aux photos que le message simple, rapide et efficace va pouvoir passer. Et donc, au départ, on part sur des supports papier, sur des petits modèles, etc., qui vont nous servir pour montrer et expliquer. Et puis, plus on avance dans cette séance, plus on va vers du spécifique, dans l'analyse de sa bouche à lui, grâce aux photos, comme vous allez le voir dans un instant, pour qu'il puisse avoir toutes les infos et être capable de décider en âme et conscience si cette philosophie lui convient ou pas. Parce que sans lui, on ne va rien pouvoir faire, évidemment. Alors, dans le message clair, la prophylaxie et le système d'Hygiénus, ce n'est pas du tout apprendre à se brosser les dents. Tout le monde se brosse les dents. En général, une personne qui est dentoconsciente et qui brosse les dents 2 fois par jour, elle va avoir une qualité de brossage en moyenne, c'est la moyenne générale statistique mondiale, de 35% d'efficacité. Donc, c'est logique, quand on a 35% de surface qui soit nettoyée, on a 2 chances sur 3 d'avoir des problèmes, plutôt que de ne pas en avoir. On a une qualité d'émail qui peut compenser pendant certaines années, mais vous verrez qu'il y a des facteurs de risque qui feront que de toute façon, si ce n'est pas modifié à un moment, ça va revenir. Alors, ce que je voudrais vous montrer et que vous compreniez bien, c'est qu'il ne s'agit pas d'éliminer la plaque dentaire. Sur les 10 dernières années, malheureusement, ça n'a pas été tellement publié en dentaire, ça a été publié beaucoup en bactériologie, etc. Mais l'étude du biofilm dentaire a été très, très importante et on a compris énormément de choses. Donc, l'idée, ce n'est pas d'éliminer la plaque, c'est de désorganiser le biofilm. Alors, le biofilm, le voilà. Je vais vous montrer une petite vidéo qui montre un time-lapse de 8 heures normalement, mais imaginez, vous avez fait un nettoyage prophylactique professionnel complet. Vous avez même passé 2 heures à tout repolir, tout nettoyer avec des gommes, avec des aéropolisseurs et autres. Eh bien, voilà ce qui va se passer. Avec votre traitement, vous allez protéger votre patient pendant 8 heures. Voici, temps zéro, on a déjà quelques petites bactéries d'agrégats qui vont se déposer. On est 1 heure plus tard, il y en a déjà plus. On est 2 heures plus tard, 3 heures plus tard, 4 heures après, 5 heures, et là, ça commence à devenir exponentiel. On commence à être à plusieurs millions de bactéries à cette échelle-là. 6 heures, 7 heures et 8 heures. Donc, si votre patient, il est venu à 14 heures faire son nettoyage prophylactique, à 20 heures, voilà comment est la surface. Sachant que, je vous le remonte dans l'autre sens, on était là au départ. De là, 8 heures plus tard, vous avez plusieurs milliards de bactéries qui sont en place. Donc, ce qui est essentiel et qu'on comprend immédiatement, c'est que nous pouvons faire tout ce qu'on veut. S'il n'y a pas une prophylaxie individuelle, quotidienne, efficace de la part du patient, ça ne marchera pas. Comme je l'explique au patient, je dis, ben voilà, on a 2 options. Soit vous venez toutes les 8 heures au cabinet et on le fait pour vous. Et là, il me regarde un moment en se disant, mais pas possible. Ou alors, on prend un petit peu de temps et on vous l'apprend. Et évidemment, c'est la solution. Alors, je suis d'accord avec vous, on ne peut pas se lever toutes les 8 heures pour faire son nettoyage, mais on va en discuter, on aura l'occasion de le voir. L'idée, c'est une désorganisation efficace, quotidienne qui soit faite. Donc, vous voyez, déjà, quand on voit ce genre de petits supports-là, les patients comprennent tout de suite et très bien. Ensuite, chaque bouche est différente. Vous allez le voir, je vais vous montrer 3 cas cliniques, vous allez voir que ce n'est pas la même chose. On y retrouve essentiellement les mêmes problèmes, mais néanmoins, chaque bouche est différente. Il va falloir qu'il y ait un accompagnement sur mesure. On va avoir des personnes chez qui, une fois qu'on l'aura fait, ce sera bon pendant très longtemps, d'autres qu'il va falloir suivre régulièrement, d'autres qui sont fumeurs, d'autres qui ne le sont pas, d'autres qui ont des encombrements, etc. Donc tout ça joue énormément. Alors, comment leur expliquer et quels sont les outils pour pouvoir justement
faire cette communication qui soit efficace. Le premier outil, et j'en ai un modèle là, c'est l'appareil photo. Donc tout simplement, l'appareil photo. Alors, même si nos téléphones commencent à être de plus en plus précis, etc., et comme je vous l'ai dit, vous pouvez faire une petite photo actuellement de votre bouche, ça va être utile. Mais si on veut pouvoir faire de la dentisterie diagnostique à l'aide de nos photos, il nous faut réellement un matériel qui soit adapté, c'est-à-dire un boîtier, un objectif macro et un flash spécifique. Alors, je sais qu'il y a également des flashs annulaires, mais honnêtement, je ne suis pas friand du flash annulaire. Pourquoi? Parce que la répartition de la lumière se fait justement sur tout le périmètre. Et parfois, dans certaines bouches, notamment quand ils n'ont pas facile d'ouvrir grand, etc., on a besoin de bien plus de lumière. Vous allez le voir parce que je vais vous montrer des photos qui n'ont pas été retouchées et vous verrez qu'il y a des nuances de lumière. Et l'avantage de ce flash-là, c'est que je peux très bien décider de doubler ma lumière en mettant 2 flashs, voire 3 flashs ou 4 flashs si c'était nécessaire. Donc, vous voyez, c'est un matériel adapté. C'est ce qui coûte finalement, lorsqu'on fait de la prévention, le plus cher. Mais je peux vous dire, pour avoir acheté des microscopes, des choses, etc., par rapport à la prévention, le meilleur outil que j'ai jamais eu dans la communication et dans la rentabilité de mon cabinet, ce sont ces appareils-là. On en avait 7. Chacun en avait un. Donc, voilà, tout simplement. Alors, j'ai rien par rapport à Nikon ou Canon, etc. Mais en général, voilà, il y a une procédure et de toute façon, par rapport à la formation, on vous dit justement quel est le matériel qui soit adapté. Et puis, vous allez avoir besoin de quoi? Pas grand-chose, quelques écarteurs, quelques miroirs et évidemment de quoi donner des outils, brosse, fil, brossette, etc. Alors, hop, du coup, je vous propose de faire une petite vision sur quelques cas cliniques et on se positionnera aussi justement sur votre bouche à vous par rapport à votre photo. Vous allez pouvoir voir et vous allez pouvoir un petit peu adapter. On aura l'occasion de travailler un petit peu avec la brosse pour vous montrer quelques petits détails. Donc, comme je vous le disais, on a un protocole dans lequel on va faire des photos de la bouche pour pouvoir montrer au patient ce qui se passe dans sa bouche. Je commence par un protocole avec un enfant, c'est Lisa. Et en fait, qu'est-ce qu'on fait? On fait 7 photos qui vont nous donner un aperçu de toute la bouche et surtout de ce que d'habitude on ne voit pas. Nous, dentistes, nous le voyons, mais les patients ne voient pas. Donc, la première qu'on fait, vous les verrez en plus grand juste après, c'est pour vous montrer là le protocole, c'est une photo avec les 2 écarteurs. Le patient tient les 2 écarteurs, serre les dents et l'équipe se positionne et fait sa photo. C'est une photo très intéressante, elle nous donne une vue d'ensemble et surtout elle est très différente de toutes les autres photos, ce qui fait que quand vous stackez toutes vos photos, parce qu'au fur et à mesure des séances, comme vous refaites systématiquement les mêmes photos, vous pouvez ainsi retrouver une séance à l'autre et comparer. Donc c'est très intéressant de faire le protocole et évidemment il faut que toute l'équipe ait le même protocole et fasse les mêmes photos. En l'occurrence, nous avons choisi la photo d'abord de pleine bouche et puis en bas à droite, en haut à droite, et puis au niveau des incisives inférieures, au niveau des incisives supérieures, et vous voyez déjà, comme je vous le disais, les photos ne sont pas du tout retouchées. C'est facile avec Photoshop, j'aurais pu transformer tout, mais ce que je veux vous montrer, c'est vraiment des photos qui servent de diagnostic. Et on continue en bas à gauche et en haut à gauche. Donc là, j'ai mes 7 photos qui vont me donner une vision d'ensemble. Et ce que je cherche à avoir, vous allez le voir, c'est l'intérieur, c'est le côté lingual ou le côté palatin, ce que les patients d'habitude ne peuvent pas voir. Et pour en revenir à ce que je vous disais, une fois qu'on a le bon matériel, il y a un réglage qui permet de faire plus de 99% des cas. Et la plupart du temps, ça va être une petite diminution, comme c'est le cas de la photo que vous voyez en bas au niveau des incisives, qui manque un petit peu de luminosité. Et la même chose, notamment en haut à gauche, on va juste remodifier un tout petit peu l'angulation et la plupart du temps, on pourra faire toutes nos photos. Parce qu'il est clair que ce ne sont pas des photos qui sont destinées à un technicien pour une teinte ou quoi que ce soit, ce sont des photos non pas artistiques, mais diagnostiques. La preuve, je vous montre directement. Donc, nous retrouvons Lisa, et ce qui est intéressant, ouais, on peut voir que, oui, ça va, on voit quand même. Ce qui est intéressant, c'est que vous voyez qu'il y a une différence de symétrie entre côté gauche et côté droit. Alors, si vous regardez du côté gauche, vous voyez qu'on a beaucoup plus de plaques et de plaques bleues. Je ne sais pas si elle est... Non, décidément, c'est dommage, j'aurais aimé avoir ma petite. Si je peux la remettre.
Hop. Parce que comme ça, j'ai mon pointeur qui permettrait de voir. Je check. Oh, il n'est pas d'accord. Il n'est pas d'accord. C'est pas grave, tant pis. On va faire ça. Je ne sais pas si vous voyez ici. Voilà, vous voyez ma souris. Donc du coup, vous voyez, on a du détecteur de plaques bleu là, on en a beaucoup plus que si vous regardez de l'autre côté. Et c'est pas parce qu'on en a mis plus à ce moment-là ou ainsi de suite. C'est tout simplement que Lisa, elle est droitière. Et comme elle est droitière, ça donne quoi? Eh bien en fait, les droitiers, ils tiennent la brosse main droite et ils vont la balancer à gauche. Et comme ils balancent leur brosse à gauche, alors manuel ou électrique, hein, c'est exactement pareil. Hein, on va aller placer sa brosse par là et ils vont passer 2/3 du temps de brossage de ce côté-là. Tout simplement parce que mon bras est très très confortable quand je suis comme ça. Quand je suis droitier et que je dois aller sur mon côté droit, je dois casser le poignet, déjà ça c'est pas confort. Je dois mettre mon bras dans une position qui est pas bien et donc la plupart du temps, les droitiers ont le côté droit qui est nettement moins bien brossé. Alors ça, c'est une chose. Deuxième chose que vous voyez aussi, on en revient à ce que je vous disais tout à l'heure, ce sont les 3 couleurs. On constate qu'on a de la plaque rose, pas beaucoup. Donc ça veut dire qu'elle a brossé avant de venir. Par contre, on a de la bleue, et ça veut dire qu'il y a de la plaque depuis plus de 48 heures, et notamment au niveau des collets. Ça me donne une deuxième indication. C'est-à-dire que là, je sais que Lisa, quand elle brosse, elle a les poils de la brosse qui sont à l'horizontale. Alors, ce que je vous propose là, je vais switcher un tout petit peu de caméra et on va regarder pour voir ce que ça donne. Voilà, je vais vous montrer ça sur les modèles. Ah, un peu technique, hein, mais comme ça, vous allez avoir accès. On va voir ça. Voilà, on est bon? Oui, on est bon. Alors, comment je peux voir que, en fait, Lisa, eh ben, elle est à l'horizontale? Ben, si vous regardez, je laisse la photo apparente, je vais ramener ma souris. Voilà. Vous voyez, on a chaque fois un croissant tout autour du sulcus qui n'est pas nettoyé. Et ça vient d'où? Eh ben, ça vient tout simplement de là. Alors là, je vais voir si je peux juste départager quelques instants que vous soyez en plein écran. Voilà. Pour qu'on voit beaucoup mieux. Ouais, c'est tout bon. Ok. Alors, je me positionne. Ça donne quoi? Ben, en fait, si je suis à l'horizontale, avec des poils à l'horizontale, comme j'ai une bosse et que le sulcus, la gencive fait une bosse, vous voyez que en fait mes poils, ils ont beau passer alors que je passe comme ça, que je passe comme ça, que je sois en brosse manuelle ou électrique, c'est pareil. On va avoir chaque fois la zone du sulcus qui n'est pas nettoyée. Je vous montre avec la brush, mais là par contre, celle-ci va évidemment venir se positionner directement dedans, mais automatiquement, si je vous le montre comme ça, ma brosse, elle vient sur la bosse, sur l'autre, et comme il y a une concavité, elle ne nettoie pas cet espace-là. Je vous montre là, elle ne nettoie pas l'espace. Donc ça, déjà, c'est quelque chose qu'on repère directement. Et par rapport à cela, bah, la première chose, c'est ça. Ça se voit aussi très très bien comme ça. En interdentaire, je vais remettre la diapo juste après, mais vous allez voir qu'on a beaucoup plus de plaques en interdentaire. Bah, c'est tout simplement parce qu'elle est positionnée comme ça. Et que je fasse ça ou que je fasse ça, vous voyez bien que clairement, très très clairement, ça ne nettoie pas en interdentaire. Donc la première chose qu'on va faire, c'est apprendre aux patients qu'il y a 3 axes pour la brosse. Le premier, vous le savez, on incline et on va se positionner. Alors, on va se positionner, mais pour avoir un résultat comme ceci, il ne suffit pas de dire vous inclinez la brosse. Parce que les patients, quand ils inclinent la brosse, voilà comment ils la mettent. La partie travaillante de la brosse, ce n'est pas le centre, c'est juste le bord. Le bord là et le bord là. Et je vous invite à le faire si vous êtes avec votre brosse à dents pour tester. La plupart du temps, et notamment en lingual, on va se positionner et vous allez avoir un patient qui va se positionner comme ça. Et s'il se positionne comme ça, je vous montre, jamais il s'occupe du sulcus. On n'est pas bon. Il faut vraiment faire descendre pour que ce soit le bord des poils qui entre dans le sulcus. Le bord des poils qui entre. Je vais repartager le keynote. Là. Et comme je vous disais, voyez, hop, on va revenir juste après. Je reçois la caméra pour que vous me voyez. Comme je vous disais, voyez, on voit bien qu'il y a un croissant tout autour. Vraiment, hop, si je reprends ici, on a le croissant tout autour comme ceci qui vient là. Hein.
Et donc ça, c'est vraiment caractéristique où on va avoir un brossage avec une brosse à l'horizontale et l'utilisation du milieu, c'est-à-dire que c'est la bosse de la dent qui est nettoyée. Et ça sert à rien puisque ça, c'est déjà nettoyé par le frottement de la gencive. Donc première chose, vous qui êtes avec votre brosse à dents, bah, faites le test, inclinez à 45 degrés, mettez la brosse en utilisant le milieu de la brosse et puis mettez vraiment plus bas, comme ceci, faites descendre pour, je vous le remontre, est-ce que je peux le refaire? Ah, ça vous le voyez à nouveau. Donc vraiment, vous vous positionnez comme ça et c'est d'autant plus marquant en lingual. Regardez si vous avez un petit face à main et puis décalez et amenez vraiment votre brosse là. Faites un petit mouvement de rotation. Vous allez sentir tout de suite que le brossage est différent. On est sur une forme qui ressemble bien plus à un brossage de la gencive que des dents. Ça, c'est la première chose. Et vous voyez, sur la diapo, je vois ça directement. Alors tout ça fait évidemment partie des protocoles d'explication, d'analyse de photos. Il y a un module d'analyse de photos. Et ce qui est important aussi, c'est que vous voyez au niveau des collets des incisives inférieures et supérieures, on a la fameuse couleur un peu verdâtre, c'est-à-dire bleu turquoise, où là, il y a de l'acidité et il y a un risque carieux très important. Et vous voyez, ça m'a pris quasiment 5 minutes de déjà vous expliquer beaucoup de choses sur cette simple photo-là, mais il y a énormément de choses qu'on peut voir directement et qui vont nous servir dans le diagnostic et dans le traitement. Parce que là, elle a bien brossé, il y a peu de plaques roses, elle a brossé ce matin, elle a insisté pour venir, peut-être même juste avant le rendez-vous, mais ce n'est pas suffisant. Alors, diapo suivante, là on se retrouve en bas à droite et vous voyez que là, il va falloir faire quelque chose pour protéger les sillons. Hein. On voit que le sillon de la prémolaire, il est déjà protégé, les deux sont protégés, mais quand même. Et puis si on regarde au-dessus, on se dit, bah tiens, c'est pas trop mal, sauf qu'en fait, vous voyez à nouveau dans le sulcus, on a la couleur verte, c'est-à-dire une attaque acide. Derrière les incisives, ma foi, bah, on n'est pas trop mal. Hein. Il se peut d'ailleurs qu'il y ait eu un petit peu plus de salive. C'est toujours plus difficile d'avoir du détecteur de plaques parce que comme il y a plus de salive là, on a régulièrement le détecteur qui colle moins. Au-dessus, un petit peu trop lumineux. Et puis, ce qui est intéressant, c'est que en bas à gauche, vous voyez, à nouveau, on voit le petit liseré qui se trouve tout autour du sulcus, qui est vert, donc avec une attaque acide. Et la partie bleue, c'est quoi? C'est tout simplement un verre ionomère qui avait été déposé parce que, avant que la 7 ne sorte, il y avait vraiment une boule avec la gencive et ça risquait de provoquer, puisque c'était en fractueux, une carie. On avait soulevé, on avait mis un petit silente et là, c'est très très important. Les silentes ne restent jamais à vie. Là, en l'occurrence, dans cette séance, on voit bien qu'il est temps de le retirer parce que cette fois, la gencive s'est rétractée, la dent est sortie, il est temps de pouvoir la nettoyer correctement. Et très souvent, ou trop souvent, on a mis des silentes vers 6 ans, etc. Très bien. Et puis après, ce qui se passe, c'est qu'on les laisse et il y a des caries qui se développent en dessous. Donc les silentes ne sont pas faits pour rester, ils sont là pour protéger au départ. Et au-dessus, vous voyez tout de suite que oui, en effet, il y a du boulot, il va falloir apprendre à travailler parce qu'il y a des risques plus importants. Alors, autre cas de figure, je vais reswitcher quelques instants la caméra pour me remettre juste en face. On reprendra ça. Vous ne pouvez pas connecter 3 caméras, donc du coup. Ok. Alors, une patiente qui vient me voir, elle a de très bonnes dents, elle se brosse bien les dents, elle est fumeuse, donc on voit quelques colorations, et elle vient sur recommandation d'une amie pour la prévention. Si on regarde comme ça, on se dit, bon, il y a un petit peu des colorations, très bien, elle est fumeuse en effet, sauf que même d'un point de vue diagnostic en cario, on va voir tout de suite des choses, parce qu'elle me dit, mais j'ai les dents très sensibles. Et quand on regarde, à nouveau, vous voyez, elle est droitière, puisque le côté droit a beaucoup plus de plaques que le côté gauche. C'est le cas, elle est droitière. Et automatiquement, on voit à nouveau ce petit liseré qui est systématiquement au niveau du sulcus et qui va évidemment, c'est là qu'on a la couche d'émail la plus faible, donc une déminéralisation qui va se mettre en place. Alors si on regarde en bas à droite, ma foi, ça a l'air bien. Vous mettez le détecteur de plaques et vous voyez que oui, sauf qu'au niveau des sillons, là, il y a quelque chose à faire au niveau des sillons parce que, alors, ils ne sont pas en fractueux, donc faut-il les protéger? Non, mais il va falloir adapter le brossage et là, on en revient à une technique qui est différente, c'est-à-dire que là aussi,
la patiente travaille avec la brosse à dents qui est comme ça, c'est-à-dire qu'elle prend comme partie travaillante le centre de la brosse. Et du coup, ça reste sur les bosses et ça ne nettoie pas les sillons. On va lui faire pivoter un tout petit peu et en partant avec les surfaces travaillantes comme ceci et là, elle va automatiquement éliminer cette plaque qui est pathogène et qui est source de caries. Alors, elle, voyez, elle a de bonnes dents, elle a un très bon émail, mais cette patiente, avec le temps, elle va développer des problèmes et des caries. Elles vont arriver. Parce que si on laisse cette plaque qui est acide longtemps, l'émail a beau être de très bonne qualité de façon génétique, à un moment, on arrive à l'escalier, la décompensation. C'est ce qui explique que des patients, même qui ont 20, 25 ans, qui n'ont jamais eu de caries, parce qu'ils ont eu du fluor ou ainsi de suite, ou ont eu un bon brossage, ça décompense à un moment. Au-dessus, même chose, vous voyez qu'au niveau des sillons, il y a un travail à faire, et puis on a toujours cette hypersensibilité aussi, puisque sensibilité, derrière les incisives, vous le voyez, elle est fumeuse, et là, on a quelque chose d'assez caractéristique. Vous voyez qu'on a en fait le bord incisal qui est bien blanc, et on a le talon de la dent. Et bien, automatiquement, je peux vous dire que cette patiente, en regardant cette photo-là, tout de suite, elle brosse à l'horizontale. Elle brosse comme ça les dents. Quand vous brossez comme ça, vous touchez le talon, vous touchez le bord incisal, mais pas le reste. Et en fait, la chose qui est à faire, c'est simplement de transformer, de passer vers une verticalité et de faire disparaître le bord des poils vers les incisives. Et avec ça, on va avoir systématiquement un nettoyage complet de la partie concave des incisives. Et en effet, on voit aussi, vous voyez, ça ne se voyait pas directement, mais il y avait un petit encombrement. Je vais essayer de voir si je peux mettre ma souris pour que vous puissiez voir. Et ce petit encombrement fait qu'il y a la moitié de la surface de la latérale qui ne peut pas être nettoyée. Vous voyez. Donc c'est pour ça quand je vous disais prophylaxie individualisée, ben oui, parce que chez elle, on va devoir lui apprendre à travailler avec ce petit encombrement, qui n'est pas énorme, hein, mais qui fait qu'on a quand même des différences. Alors, au niveau des incisives supérieures, pas grand-chose à dire non plus. On voit juste que la petite déminéralisation, le défect d'émail sur les bords incisaux fait qu'il y a de la plaque qui se dépose un peu, mais pas énormément. Et en bas, on constate exactement la même chose. Et en haut, pareil, tout simplement. Alors là, cette patiente, vous la revoyez en contrôle 3 mois plus tard. Alors, ce n'est pas 3 mois après lui avoir juste appris à se brosser les dents. On a fait tout le traitement, la brosse, fil, brossette, tous les traitements qui étaient nécessaires. On a fait, suite à ça, un détartrage, un nettoyage prophylactique, un polissage. Vous le voyez d'ailleurs, l'état de surface des dents est tout à fait différent. Et elle revient après 3 mois. Sachant que vous avez vu la vidéo, en 8 heures, la plaque est revenue. On a un excellent contrôle de plaque parce qu'on a toujours, malgré tout, un tout petit peu de coloration qui vont se déposer. On n'est jamais à 100% de qualité de brossage, mais on améliore assez bien. Un autre cas, un petit peu plus rapidement, la patiente vient me voir parce que évidemment, elle a une récession gingivale qui lui fait peur. Et vous le voyez, elle a un encombrement beaucoup plus marqué. Elle est fumeuse aussi. Et voilà ce qu'il y a derrière au départ. Et elle brosse parce qu'elle a du tartre qui est blanc. Elle a très peu de tartre foncé parce que là, vraiment, c'est difficile au niveau de l'incisive. Mais sinon, pour le reste, elle brosse. Et on le voit notamment aussi par rapport à la gencive. Alors, comme elle est fumeuse, la gencive étant plus belle, en meilleure santé évidemment, parce que par rapport à cela, mais voilà, elle vient me voir comme ça, un petit peu inquiète, et du coup, on met la même chose en place, on lui fait tout le clearing, elle est d'accord, elle entre dans le protocole, elle est suivie par mon assistante pour tout ce qui est apprentissage de la brosse, du fil des brossettes. Il se passe 3 mois pour faire tout ça, je vais vous l'expliquer. 4e mois, elle revient, on fait notre détartrage, on repolit tout, et vous voyez son contrôle à 3 mois. Alors, c'est pas parfait encore, hein. On voit encore qu'il y a un tout petit peu de plaque là, mais ça n'a quand même plus rien à voir. Je renettoie, je vois qu'elle est motivée, je lui dis bah, la prochaine fois qu'on se voit, c'est dans 6 mois. Voilà, contrôle 6 mois plus tard, après avoir tout nettoyé. Alors, on en a un petit peu qui est revenu au niveau de la canine, c'est sûr. Mais si vous regardez, voilà l'arrière des dents. Donc, on voit, et notamment ici, qu'il y a un passage interdentaire et notamment du fil, parce que là, on a une séparation du tartre de ce côté-là. C'est sûr qu'elle ne peut pas l'éliminer toute seule. C'est sûr que cette patiente-là, elle aura besoin que régulièrement je lui fasse des nettoyages prophylactiques professionnels. Mais si vous comparez, là, on est 6 mois plus tard, on vient de là.
Ça n'a rien à voir, hein, on est bien d'accord. Et on peut avoir aussi des cas cachés. Petit dernier que je vous montre, c'est une patiente qui vient me voir, elle brosse bien, elle me dit, elle a de très bonnes dents, mais elle me dit, j'ai les dents hypersensibles, tout le temps, tout le temps. Quand on regarde, ma foi, bah, on voit pas grand-chose. Alors on se dit, ouais, peut-être un petit peu d'abrasion sur le côté là, d'accord, ça pourrait. Sauf que là aussi, d'un point de vue diagnostique, ça peut être utile. Vous mettez votre détecteur de plaques et qu'est-ce qui se passe? Ben, vous voyez que à nouveau, partout, au niveau du sulcus, au niveau du reste, on a aussi un brossage horizontal. Brossage horizontal en plus traumatisant, puisqu'on voit déjà, elle est jeune, cette patiente, elle a 24 ans à l'époque, et vous voyez qu'on a déjà les collègues qui commencent tout doucement à être exposés. Et on voit évidemment que l'acidité, la couleur verte, elle est là, donc il y a de l'acidité tout le temps. Elle travaille ça et automatiquement, elle reminéralise tout ça et c'est fini. Et c'est flagrant, quand on a mis tout ça en place et qu'on fait notre détartrage, les patients nous disent toujours oh, mais vous avez changé de technique, j'ai rien senti. Et en fait, c'est juste parce qu'une dent qui est en bonne santé avec un parodonte en bonne santé, elle n'est pas sensible, pas au chaud, pas au froid. Vous pouvez même passer sur la racine, on n'a aucun problème avec ça. Donc voilà, ça c'était quelques petits cas cliniques et pour vous montrer, alors il y a bien d'autres choses à vous montrer, mais l'objectif c'est simplement de vous faire un panel aujourd'hui, ne serait-ce que sur la brosse, vous avez déjà compris, il y a ça, il y a aussi donc les axes horizontal, vertical et puis l'axe gauche-droite. Donc tout ça fait que on va vraiment expliquer et travailler avec les patients et adapter. Du coup, le patient, sur l'explication avec ses photos, on ne lui a pas tout montré ce jour-là, on lui a juste expliqué ce qui se passait dans sa bouche, ce qui risquait de se passer s'il ne faisait rien. Et à ce moment-là, il peut choisir de dire, bah ouais, ça me convient ou ça ne me convient pas. Donc là, c'est à lui de choisir en âme et conscience. S'il dit, bah désolé, mais ça ne m'intéresse pas, pas de problème, je respecte, mais qu'il est ailleurs. Moi, je ne fais pas de dentisterie pompier, donc par rapport à cela, ça me va très bien. C'est dit gentiment. Hein, je dis, bah, écoutez, c'est un petit peu comme si vous alliez au restaurant chinois et que vous aimez la cuisine italienne. Le chef ne va pas vous faire de l'italien alors que cuisine chinois. Hein. Allez dans un restaurant italien, on vous fera de la cuisine italienne, tout simplement. Et je suis tout à fait zen avec ça parce que je préfère que les patients ne viennent pas chez moi plutôt que traîner des boulets. Et je peux rien faire avec ces patients-là parce que je sais que quoi que je vais faire, de toute façon, ça va pas marcher, ça va se casser et le patient pensera toujours que c'est ma compétence qui n'est pas bonne. Or, si lui ne fait pas sa part du travail, pourquoi je devrais faire autre chose? Je ne construis pas une maison sur du sable. Si par contre, il dit oui, ah bah alors là, c'est super parce qu'on va pouvoir faire un super travail d'équipe et on va pouvoir bosser ensemble. Alors, c'est extrêmement important dans cette séance de clarification de lui donner les objectifs et aussi qui fait quoi. Parce que si vous regardez, on va travailler dans un triangle, le patient, l'équipe et le praticien. Et chacun a ses responsabilités. Le patient, il est responsable. Lui est responsable des résultats. C'est lui qui, toutes les 8 heures, va désorganiser le biofilm. Et s'il ne le fait pas, on n'aura pas de résultat. On peut faire tout ce qu'on veut, donner les meilleures explications. S'il ne le fait pas, ça ne marchera pas. Donc tous les résultats dépendent de lui. L'équipe va faire tout ce qui est mis en œuvre, c'est-à-dire que, je vais vous le montrer dans le protocole, les assistantes vont mettre tout en œuvre, suivre le patient, etc. Mais c'est le praticien qui est responsable du traitement. C'est lui qui présente le clearing, qui présente le plan de traitement, même s'il est accompagné de l'assistante. C'est lui qui va signer l'engagement moral avec le patient. Et si ça ne fonctionne pas parce que le patient ne s'implique pas ou parce qu'il y a un problème avec l'équipe, c'est lui aussi qui est responsable de cela. Donc il est absolument nécessaire qu'on forme tout le monde, praticien et équipe, même si la plupart du temps, le praticien ne s'occupera pas de toutes les séances d'explication et de prévention. C'est l'équipe qui s'occupe de ça. Lui ne s'occupe que de la partie technique. Et on en parlera aussi par rapport à l'aspect hygiéniste. Du coup, pour que ça fonctionne, on a absolument besoin d'avoir un patient qui soit impliqué dans son traitement. Je vous l'ai dit, la seule façon d'arriver à ce qu'on ne soigne plus les dents, c'est que de donner une prophylaxie individualisée quotidienne, ce n'est pas le tout de la donner, il faut qu'elle soit faite. Donc il faut absolument que le patient fasse le nécessaire. Par rapport à cela, en fait, c'est simple. Comment faire pour impliquer nos patients? C'est un peu comme dans la cuisine. Hein. Si vous regardez dans les œufs au bacon, la poule est concernée, elle va fournir l'œuf,
Et c'est un peu comme sont nos patients, hein. Pour eux, les dents, c'est important. Mais quant à s'impliquer pour faire le nécessaire, bah, ils ont du mal parfois. Le cochon, lui, est impliqué. Et vous regardez, dans les œufs au bacon, la poule n'est pas dans la casserole, elle a juste fourni l'œuf concerné, le cochon, il est dans la casserole. Et comme je dis à mes patients, bah moi avec les poules, je peux rien faire, elles n'ont pas de dents. Par contre, j'aime beaucoup travailler avec les cochons. Et du coup, ça permet vraiment d'avoir le patient de se responsabiliser et ça va jusqu'au point où on lui donne toutes les explications, on lui donne le devis, on lui explique le protocole de procédure, etc., toute la philosophie. Et souvent, les patients, évidemment, après avoir vu leurs photos et leur bouche, sont déjà très motivés. Et à ce moment-là, les patients souvent me disent oui, mais ok, on y va, on fait. Alors je leur dis mais attendez, il faut que vous réfléchissiez, il faut que vous dormiez dessus parce que nous, on va avoir besoin de vous. Si vous regardez, si vous dites oui, on y va, ça veut dire que c'est à la mode, vous nous engagez comme votre coach dentaire. Sauf que le coach, c'est pas celui qui court sur le terrain, c'est celui qui crie dans les tribunes. Donc, si nous, avec notre équipe, on faisait notre travail à moitié, je ne suis pas sûr que vous accepteriez de payer 100% des honoraires. Là, les patients vous disent, bah, bien sûr que non. Je vous rassure, on ne va pas faire notre travail à moitié, on ne va pas se donner à 50%, on va se donner à 1000% pour vous. Mais on va exiger de votre part que vous le fassiez aussi. Et ça, c'est ma responsabilité en tant que praticien. Vous m'engagez en tant que coach, c'est comme le coach sportif. Hein. Des fois, vous n'avez pas envie, mais il va vous faire bouger les fesses pour que vous fassiez. Ça veut dire que si vous ne faites pas votre part du travail, et croyez-moi, il y a toujours un moment où le patient ne le fait pas parce que la motivation descend, comme je l'ai prévenu dès le départ, je dis, ben, moi je débarque parce que c'est pour ça que vous m'engagez. Et s'il faut vous foutre les pieds au cul, je me ferai un plaisir de le faire. Et quand le patient, dans les sessions, redescend un petit peu parce qu'il a toujours une bonne excuse, ouais, mais là, il y a eu ceci, ceci, pour ne pas faire son travail, je lui rappelle en lui disant, est-ce que nous, on fait le nôtre? Alors le patient, bah oui, oui, c'est super, les assistants, ben, ouais, ok, très bien. Pied gauche ou pied droit? Parce que là, vous ne faites pas votre job, moi, je viens vous foutre des pieds au cul. Et ça, c'est ma responsabilité et j'adore faire ça. Voilà. Mais ça va jusque-là. Les patients comprennent que, ah ouais, merde, j'ai pas fait mon job à moi. Parce que sans eux, on peut rien faire. D'accord? Du coup, grâce à cette consultation très importante, j'ai mis beaucoup de temps dessus, mais c'était important, le clearing, le patient se clarifie. Et puis, est-ce qu'il fait, s'il décide de faire et qu'il a décidé, ok, très bien, on va pouvoir lui fixer, je vais vous montrer de suite, 3 rendez-vous, ou il ne fait pas. Et honnêtement, pour moi, peu importe, je vous l'ai dit, je ne veux pas traîner de boulet. Je ne peux pas aimer les dents de mes patients plus qu'eux-mêmes. Donc, s'ils ne veulent pas faire, c'est même pas la peine. Je m'en fous. Et j'ai pas besoin qu'ils fassent comme ils veulent. C'est une approche tout à fait empathique. Je note juste dans mon dossier, je fais les soins et encore, on a décidé de ne plus le faire par la suite. Et bien sûr, je ne fais ni parole ni plan de traitement parce que de toute façon, je sais que ce sera un échec. Et j'insiste pas, c'est que c'est pas le moment. Ça arrive très souvent des patients qui disent oh non, mais non, finalement non. Et puis, c'était peut-être des patients du cabinet, donc on a continué de les soigner. Et puis, on revenait à la charge, plusieurs fois, à un moment où ça devenait plus important, et de leur dire, bah, là, il faut le faire, sinon, nous, on ne fait plus rien. Voilà, tout simplement. On a fait notre job. Si par contre, le patient dit, oui, on y va, à ce moment-là, on va avoir cas de figure, et vous avez les séances qui sont en vert, ce sont les séances que font l'équipe, et en orange, les séances praticiens. La fameuse séance de clearing au départ, qui se fait à deux. On travaille en équipe, l'assistante qui va s'occuper du patient est là dans la séance de clearing et comme ça, elle a toutes les infos aussi. Le patient a dit oui. Il va avoir une première séance dans laquelle on va travailler uniquement la brosse, toute une séance où on travaille la brosse pour la désorganisation du biofilm. Un mois plus tard, et il faut ce mois-là pour être sûr qu'il ait bien mis en place tous les concepts, on va travailler soit le fil, les brossettes, les pics, ça dépend un petit peu, puisque on peut changer l'ordre suivant les bouches. Si on a un patient qui est en paro, par exemple, ou qui a de la paro avancée, le fil n'aura aucun intérêt dès le départ. Il vaut mieux travailler tout de suite avec des brossettes et ainsi de suite. Mais encore, on ne mettra qu'un seul outil à la fois. Parce que sinon, c'est trop compliqué. Il ne peut pas retenir tout. Ce n'est pas possible. Et là, vous voyez que chaque fois, il y a un mois d'intervalle pour qu'il puisse mettre en œuvre. Et c'est nécessaire. Pourquoi? Parce que comme je fais des photos systématiquement, en moins d'un mois, on ne voit pas les changements sur la plaque. Et ce qu'il y a de génial, surtout, je retire jamais le tartre au départ. Sinon, quand je vais faire mes photos, on ne reverra que du tartre qui revient. Tandis que là, qu'est-ce qui se passe?
le patient il va se rendre compte de séance en séance que chaque fois qu'il vient, il y a de moins en moins de tartre alors que nous, on n'a pas mis un doigt en bouche. Donc il se rend compte évidemment que ça fonctionne très très bien et que ça marche ce qu'on lui dit. Et puis après ça, il y aura une réévaluation parce que je vous le disais, il y a un suivi qui est fait sur mesure. Chaque patient aura, certains ont tout compris, c'est nickel, du coup, pendant 1 an, on les voit qu'une fois par an, il faut juste nettoyer 10 minutes. Il y en a d'autres où il faut les voir tous les 3 mois. Ça dépend de chaque personne. Le timing est donc fonction du besoin des patients. Et vous le voyez, le suivi à long terme, après ça, et ça correspond aux photos que je vous ai montrées, c'est ce que je vous disais là, 3 mois, 6 mois, etc. C'est-à-dire que post-évaluation, on met 3 mois, vous avez vu les photos des 2 patientes, 3 mois plus tard, c'était pas mal. OK, on nettoie un petit peu, on voit si 6 mois plus tard, et on peut recomparer, il y en a plus, il y en a moins. Ah, on revient peut-être à 4 mois, ou on passe à 6, ou on peut passer plus loin. Plus c'est acquis et mieux c'est. Et même quand c'est comme ça, croyez-moi, il y a toujours des moments où il y a de la rechute. Et notre job à nous, ça va être de continuellement assurer un suivi qui va faire que ça fonctionne. Alors, si on regarde ça, vous voyez que pour que ça puisse marcher, que la prophylaxie fonctionne, il est nécessaire d'arriver à mettre en œuvre une prophylaxie individualisée, quotidienne, efficace. Et il n'y a qu'une seule façon pour ça d'y arriver, c'est que le patient s'implique, qu'il mette la main à la pâte. C'est compliqué? Non. C'est très simple à faire. Il faut les bons outils, il faut la bonne communication, il faut le bon discours, et c'est évidemment quelque chose qui s'apprend, comme tout le reste. Il y a des modules spécifiques pour ça, et on met les patients en place. Et je peux vous dire, parce que très souvent on me dit, ouais, mais moi je ne suis pas sûr que les patients voudraient faire, par rapport à la formation, c'est faux. Tous les freins, ils sont dans nos têtes à nous. On n'est pas dans une région, je suis dans la région verviétoise, où tous les gens ont décidé qu'ils faisaient de la prophylaxie. Non, c'est une philosophie qui est arrivée parce qu'on leur a donné la bonne communication. Et actuellement, mes assistantes qui travaillent avec mon ancienne collaboratrice ont pour entrer dans le cabinet. Pour la prévention, elles sont 2, elles ont 1 an et 9 mois de délai d'attente. Pour entrer dans le cabinet, il faut 1 an et 9 mois de délai. Je peux vous dire que grâce à ça, donc prévenir, évidemment, c'est mieux que guérir, mais qu'est-ce que ça va nous apporter? Ça va apporter non plus le besoin de soins, mais un désir de soins. Parce que quand vous avez 1 an et 9 mois avant de pouvoir aller à un rendez-vous, vous n'allez pas le rater, c'est une chose. Et deuxièmement, c'est que vous êtes motivé pour le faire. Et ça, c'est le deuxième effet qui se coule qu'on a vu, c'est-à-dire que les patients ont commencé à s'intéresser à leur bouche de par les photos, etc. Je vous donne rapidement un petit exemple. J'ai un patient qui vient me voir, qui déménage. C'est un patient qui avait fait toute sa carrière en Allemagne et il s'installe ici. Donc il change de dentiste, il vient faire son contrôle, et là je vois des onlets en or, une travail mais d'orfèvre, il a vu un gars magnifique, je me suis toujours extasié sur sa bouche. Puis il me demande si tout va bien, je lui dis oui. Il y a juste 2 petits composites en interdentaire des incisives qui sont vieux. Il dit oh oui, on les a fait il y a bien 30 ans, et donc ils ont un peu changé de couleur, mais ils sont même pas poreux, tout est toujours bon. Donc je me demande, je lui dis écoutez, non, c'est purement esthétique. Oh si c'est juste esthétique, moi ça m'embête pas, pas de problème. Donc je note dans le dossier, j'insiste pas. Puis on fait la formation de prophylaxie avec, avec Michel, et là, on repart sur tout le protocole, etc. Et puis, je lui explique, comme c'est de la prévention, il le fait, et pendant les 3 séances, il travaille avec Stéphanie, et puis, quand il arrive pour la séance de détertrage, il me dit, Monsieur Kayser, là, les tâches, là, il faut me faire un truc, parce que je suis avec mon fil, là, j'en peux plus. Donc, vous voyez, un patient qui, ça ne le dérangeait pas, a complètement changé de philosophie parce que il a commencé à faire attention à sa bouche. Ça change évidemment la vision qu'on peut avoir de notre métier parce qu'on fait du loisir créatif. Et ça, je l'ai vu aussi. Énormément de patients qui venaient spécifiquement me voir pour de l'hypnose sont entrés dans le protocole et au moment de faire les soins, puisqu'il n'y avait pas d'urgence, 3-4 mois plus tard, ils étaient tellement habitués, tellement cool dans le cabinet d'avoir fait ça, qu'ils n'avaient même plus besoin d'hypnose. Alors, ça ne remplace pas, parce que nous avons maintenant la chance d'avoir des hygiénistes, mais quand j'ai commencé à faire ça, c'était en 2009, on n'avait pas d'hygiéniste, donc l'équipe ne fait pas de détartrage, ne fait pas tout ça. Moi, je n'avais pas d'équipe formée, il n'y avait pas encore les hygiénistes à ce moment-là, et donc, tout ce qu'elles font, elles peuvent le faire. Elles ne sont jamais en bouche. Le patient tient les écarteurs, tient le miroir, nous faisons l'assistante fait les photos, elle fait que du conseil et la porte, elle corrige, mais elle n'est jamais en bouche. Donc c'est tout à fait compatible. Et aussi, il y a une rentabilité parce que du coup, c'est votre équipe qui produit. Oui, vous entendez bien, votre équipe produit. Chacune des sessions
de prophylaxie n'est pas prise en charge, ça n'existe pas, il n'y a pas de remboursement. C'est 50 € par séance. Et donc, mes assistantes font ça en 20 minutes. Donc, chaque assistante produit 150 € de l'heure. Et je travaillais dans mon cabinet, il y avait 4 assistants. Qui bossaient 4 jours semaine et qui bossaient 4 semaines par mois, 10 mois par an. À peu près chaque assistante produisait 20 000 € par mois. Faites le compte, est-ce que la rentabilité est possible en prévention? Vous ferez votre idée. Et plus que ça, cerise sur le gâteau, toute l'équipe est dans le processus et c'est extrêmement important et agréable de travailler. Je vous le disais, on n'a plus de rendez-vous manqués parce que les gens s'investissent vraiment dans le traitement et ça va transformer notre agenda. Alors aujourd'hui, bien sûr, c'est une opportunité parce que nos agendas ont dû être vidés, on repart d'un agenda blanc, mais quand vous êtes là-dedans, vous mettez de la prévention. Dès que vous avez mis la bouche en santé, vous le savez, vous faites tous les traitements et puis vos patients, oh tiens, une dizaine d'années plus tard, il faut refaire les obturations parce que ça a bougé, parce qu'il y a eu de la percolation. Là non, c'est parti, vous êtes tranquille pour de nombreuses années parce que tout est fait. Donc ça réduit. Et je vous le disais, c'est une nouvelle voie pour les cabinets, mais je pense que dans chaque crise, il y a des opportunités. Et dans cette crise du Covid-19, où nous allons devoir demain, aujourd'hui, changer nos protocoles, où pendant des mois, nous n'allons pas pouvoir soigner de façon efficace parce que nous devons réduire au maximum l'utilisation de tous les aérosols, etc., et très clairement, je pense là-dessus, je vous remontre, on a ici, avant de travailler, de se retrouver avec des aérosols, c'est-à-dire là, on a quasiment 4 mois où le patient, dès la première séance, dès la brosse, il va doubler l'efficacité de son brossage. Vous pouvez très facilement temporiser ces mois-là tout en ayant une activité professionnelle qui sera rentable et même adaptée, des salles d'attente ou des pièces qui vont permettre de faire ce genre de choses, tout simplement. Ça donne une autre impression qui est très très importante, c'est que vous faites un travail qui est durable et qui est pérenne. Et ça, vraiment, c'est très très agréable parce que je ne sais pas vous, mais moi, il y a bien une chose que je déteste, c'est d'avoir remis une bouche tout en santé, tout en ordre, et notamment chez les enfants, et 2 ou 3 ans plus tard de regarder et qu'il faut tout refaire. Moi, ça vraiment, ça m'attriste. Donc, en mettant cette prévention et cette prophylaxie-là aussi chez les enfants, bien sûr qu'elle se fait différemment, elle est adaptée, on a cette impression de travail durable. Voilà. Et du coup, on réfléchissait par rapport à cela, puisque c'est une formation qui au départ se fait de façon présentielle, mais on s'est dit que c'était le bon moment parce que vous n'allez pas pouvoir remplir vos agendas complètement puisqu'il faut laisser de l'espace entre les patients. Vous n'allez pas pouvoir non plus faire tous les soins que vous voulez, donc il va falloir gérer d'abord les urgences, etc. Ça pouvait être intéressant, une bonne opportunité que de mettre ce protocole en place. Et comme en plus, pendant ce confinement, vous avez passé beaucoup de temps devant vos ordis à pouvoir suivre des webinaires et vous former, vous commencez à être parfaitement balèze à faire des formations online. Et du coup, on a décidé avec la SMD de créer une session online Hygienius qui sera en fait 2 heures de live chaque semaine dans lesquelles on va travailler tous les différents modules. Donc, il y a un module clearing, un module photo, un module brosse à dents, un module fil dentaire, un module analyse des photos, un module réponse à que dois-je dire quand mon patient me pose telle et telle question pour former en fait toute l'équipe. Et en tout, ça fait 6 sessions avec en plus après une journée complète de TP parce que en plus cette journée de TP pourra permettre une accréditation qui fait que finalement le traitement est pris en charge dans l'accréditation. Et vous avez aussi, grâce à ça, la possibilité d'une seule inscription pour tout le cabinet. Je vous rassure, vous aurez toutes les infos, vous allez recevoir un mail certainement la semaine prochaine de la SMD si ce genre de session vous intéresse. Voilà, je devais le faire en 1 heure. Je suis disponible si vous avez des questions sur le chat, etc. On y est arrivé, donc je vais juste remettre mon casque parce que sinon je n'entends rien. Je vois que Pierre, tu es là et je suis à disposition pour toutes les questions. Merci Kenton pour cette approche innovante de la prévention qui fait appel à toute l'équipe. Ça, c'est un point vraiment assez important, assez innovant. Point de vue question, moi j'aurais une question à poser, mais
globalement, par rapport au brossage, donc c'est plus technique, hein, par rapport au brossage, vous préconisez, enfin, dans ton concept, vous êtes plus brosse manuelle, brosse électrique. Est-ce que tu as, ou bien Ah tout oui, est... alors c'est une très bonne question. C'est-à-dire que euh, au départ, je souhaite vraiment que les patients se focalisent sur les bons mouvements, c'est-à-dire les orientations des trois axes. Et le problème de la brosse électrique, c'est que le marketing fait que quand tous les patients vous le disent, ah ben j'ai une brosse électrique, donc c'est toujours mieux. C'est vrai que c'est mieux parce qu'on a un mouvement, etc. Sauf que du coup, comme ça vibre, on va faire nettement moins attention à comment on place sa brosse. Et il y a une chose qui est sûre, c'est que quand vous faites cette séance justement sur la brosse, vous vous rendez compte que vous ne pouvez être que tout le temps dans ton conscient, tout le temps concentré sur comment est votre brosse. Et avec le mouvement de la brosse électrique au départ, ça va fausser ça. Donc je préfère, et je demande aux patients au départ, de travailler les mouvements à la brosse manuelle, et puis après, s'il a une brosse électrique, évidemment, il va la récupérer, et là, on aura une amélioration. Et par rapport à cela, c'est très intéressant aussi, notamment la brosse électrique pour les enfants, parce qu'il y a le côté ludique, évidemment, le temps de brossage qui va ainsi être plus long parce qu'il y a la petite musique ou ainsi de suite, et puis les jeux également qui sont là, ou également, notamment je vous le disais par rapport aux maisons de repos, en gériatrie et autres, où parfois on a une motricité qui est moins bonne et la brosse électrique sera très très intéressante. Les mouvements sont exactement les mêmes, c'est-à-dire manuel et électrique, les angulations, etc. sont les mêmes. L'avantage des brosses à dents électriques, c'est qu'elles ont déjà une toute petite tête et qui est très très bien. Mais ce qui est vraiment vraiment important, c'est d'abord que le patient maîtrise ce mouvement parce qu'il fait exactement les mêmes erreurs de positionnement de brosse, que ce soit une manuelle ou une électrique au départ. Et pourquoi je préconise la manuelle au départ, c'est vraiment pour qu'il soit concentré non pas sur les vibrations, mais sur la position et ressentir les choses. Voilà. Très bonne question, merci. On a encore une question ici, Kenton, c'est à savoir si le fil ou la brossette, on les passe avant brossage et si on met du dentifrice sur la brossette. Alors, en effet, oui. Il faut absolument du dentifrice en interdentaire, c'est capital, parce que c'est ce qui va faire qu'on peut reminéraliser, et notamment, je peux vous le dire, parce que vraiment, j'ai plein de radios qui montrent ça, quand vous avez ce fameux white spot en interdentaire et que vous n'avez pas d'atteinte d'émail, si vous êtes avec une brossette ou un fil et que la personne va l'utiliser et le faire correctement, systématiquement dans cette prophylaxie-là, on va complètement récupérer. Il y a tout un protocole aussi de MI Dentistry, hein, qui est le MI Genius, qui est un autre module où on fait de la dentisterie minimale invasive. Mais réellement, si on arrive à aller amener du fluor en interdentaire, on va vraiment récupérer, même s'il y avait des lésions, tant qu'elles sont dans la partie émail. Après, est-ce qu'on va utiliser avant-après? Ben, en fait, ça va switcher. Par exemple, le fil dentaire, vous le savez, c'est pas facile à passer. Il y a des trucs qui améliorent, mais ça reste quand même pas facile. Et par rapport à cela, quand mon patient il va apprendre, si je lui demande de passer le fil après avoir brossé, il a plein de dentifrice en bouche, c'est rempli de salive, etc. Et ça va glisser dans tous les sens, ce sera difficile. Donc au départ, quand il doit maîtriser, je vais lui demander de le passer avant, mais quand il aura l'habitude de le faire, je changerai ce protocole en lui disant il faut amener du dentifrice aussi, donc on va le faire. Sachant aussi qu'avec l'utilisation des nouvelles brossettes qu'on a, parce qu'il existe de nouveaux outils qui sont extrêmement performants par rapport justement au biofilm et à la désorganisation du biofilm, on a de moins en moins besoin aujourd'hui du fil dentaire, notamment aussi parce que, je vous l'ai montré tout à l'heure, je l'ai déposé, je ne sais plus où, mais la monotouffe, qui est une petite brosse qui permet de passer, par exemple, moi, j'ai une linguoversion de mes deux incisives centrales inférieures, ce qui veut dire que même si je passe mon fil, il y a quand même toujours un petit peu de tarte qui peut se déposer au bout d'un moment. Et avec cette monotouffe, j'ai pu encore améliorer grandement cela. Maintenant, honnêtement, ce sont là des questions techniques, mais mon idée, c'est pas du tout de vous donner tous les outils, parce que je vous dis, pour chaque outil, brosse, fil ou brossette, j'ai quasiment 2 heures de cours à vous donner pour vous donner tous les détails, tous les trucs et tout ce qui va faire qu'on insiste. Donc, ça fait partie de tout le cursus, évidemment. Parfait. Euh, Merci. Kenton, qu'est-ce que tu Oui. penses des, des douches buccales? Est-ce que ça rentre en ligne de compte dans ton système de prévention? Tu y crois, tu n'y crois Non. pas? Enfin, question. Je vous le dis tout de suite, peut-être je vais me fâcher avec des gens, mais non.
Je vais vous faire la démonstration extrêmement simple. C'est très dangereux justement les douches. Pourquoi? Parce que ça donne une impression de nettoyer. Mais ça nettoie rien du tout. Ça enlève les gros morceaux. Je vous ai montré la vidéo où vous voyez le biofilm. Ce biofilm, il est collé. Il n'est pas juste déposé. Il faut un frottement mécanique pour l'éliminer après 8 heures. Et si vous regardez, je vais faire un comparatif, vous avez un gros 4x4. Vous êtes allé dans les bois, il est dégueulasse. Vous allez au car wash, vous prenez le Karcher, vous allez éliminer tous les morceaux. Mais si vous laissez sécher la voiture comme ça, une fois qu'elle sera sèche, elle sera dégueulasse. Parce qu'en fait, vous n'aurez pas eu de brossage mécanique et il faut absolument un brossage mécanique. Et j'en profite pour rebondir. Par exemple, si vous voyez, Michel, qui fait beaucoup de paro, préconise systématiquement l'Oral-B mécanique parce que justement, il va avoir sur le sément besoin de quelque chose qui est plus puissant que quelque chose qui serait sonique. Voilà. Après, par contre, on peut utiliser aussi des brosses soniques ou etc. Ça dépend de l'usage. Il y a certains patients qui préféreront, qui accepteront, qui n'accepteront pas. Il y a différentes vibrations, il y a différentes brosses. Ça dépend un petit peu de chaque personne et de chaque philosophie. Alors, encore une question, toujours un peu technique, de l'utilité du test drive. Donc, j'entends par là, est-ce que quand le patient est là chez vous, vous faites la prévention, est-ce que vous accompagnez le patient à faire le mouvement avec sa brosse électrique ou avec sa manuelle? Est-ce que vous l'accompagnez pour le faire en bouche pour qu'il ait la sensation du travail accompli, pour qu'il se... Alors, ça, c'est absolument, ouais, c'est absolument capital. Je me suis amusé, et vous allez le voir, c'est d'ailleurs dans plein de sondages, j'ai testé ça. La plupart du temps, quand je demande aux confrères, quand je discute prévention, je leur dis, tu fais de la prévention? Bah oui, j'explique, etc. Tu fais faire aux patients? Non. En fait, il faut bien vous dire une chose, même si vous avez un discours, et je peux vous dire que j'ai travaillé ce discours pendant des années, donc mon discours, il est rodé, il est bien adapté. Je peux avoir le discours le plus simple et le plus clair et le plus efficace possible. Le soir, quand mon patient est dans sa salle de bain, il a oublié tout ce que je lui ai dit. Par contre, comme il a senti, et c'est ce que je vous ai fait faire tout à l'heure, en vous demandant de placer la brosse avec le milieu des poils, et puis quand vous décalez et que vous travaillez avec le bord travaillant, vous sentez tout de suite qu'on n'est plus du tout au même endroit. Et quand il a senti ça, cette proprioception, il ne l'oubliera pas. Parce que ça, c'est vraiment dans sa bouche. Et du coup, il sait faire ça. Donc oui, c'est capital. Il n'est pas question d'expliquer, on fait faire et le patient doit maîtriser. C'est ça le service vraiment adapté sur mesure, c'est capital. Ouais, très très bonne question et c'est très très important. Alors, comment organises-tu ton discours pour obtenir l'adhésion et la coopération du patient? Est-ce que tu es positif dans ton discours ou bien est-ce que tu lui fais remarquer chaque fois ce qui ne va pas? Comment tu gères le patient pour vraiment être sûr qu'il fonctionne avec toi? Alors, c'est très très simple. Moi, je ne suis pas dans le jugement. Au contraire, je suis toujours extrêmement positif parce que je pense que c'est. Je peux vous dire que quand vous voyez votre bouche pour la première fois, avec les photos que je vous ai montrées, sur un écran de 27 pouces, vous n'êtes pas fier. Hein. Et je rassure tous les patients en disant si on mettait ma bouche, je pourrais ne pas être fier non plus parce qu'il y a toujours des petits endroits où on doit faire et où ça doit fonctionner. Simplement, qu'est-ce que moi je vais donner? C'est toute l'information que je donne, c'est juste du bon sens. Tous les patients se disent, il n'y a pas de, je ne vais pas les noyer dans des termes techniques, je ne vais pas ceci, je leur explique et puis je leur montre. J'ai un petit truc où j'explique les diagrammes aussi avec la paro, que c'est quelque chose d'exponentiel. Si j'ai un patient qui a une vingtaine d'années, c'est sûr que ce n'est pas demain qu'il va se trouver avec un problème de paro avancé, sauf s'il y avait vraiment quelque chose de spécifique. Là, je serais alarmiste si besoin. S'il y a de l'urgence, je vais en parler de façon claire mais la plupart du temps, ce sera extrêmement positif. Et ce que je vais dire au patient, je vais lui dire, mais vous savez, ce n'est pas de votre faute. On ne vous a jamais expliqué. Ce n'est pas de votre faute jusqu'à aujourd'hui. Maintenant, demain, si vous ne le faites pas, là, ça devient votre problème. Et c'est pour ça aussi que je note dans mon dossier, quand j'explique, si le patient me dit, ouais, mais non, ce n'est pas le bon moment, pas de problème, je le note. Si je dois revenir, je dis attention, là ça augmente, il faut quelques temps plus tard, il faudrait, ouais mais non, je note. J'ai une patiente comme ça, je vous la fais rapide, mais pendant 4-5 ans, elle me suit, et puis c'était une ancienne patiente, donc j'ai continué à la soigner. Elle me dit non, on fait pas, on fait pas. Puis un jour, elle rentre d'Italie, et j'entends qu'elle est à l'accueil, et elle hurle sur ma secrétaire.
ma secrétaire monte et me dit, écoute, voilà, j'ai madame A qui vient, elle n'est pas contente, elle a eu un problème en vacances, etc. Je dis, mets-la moi à midi, je la vois à midi et j'en discute avec elle. Ma secrétaire est un peu surprise parce qu'en général, à midi, c'est le moment où je vais retrouver voir mes enfants. Elle me dit, t'es sûr, ton temps de midi? Je dis, ça ne prendra pas 5 minutes. Et puis, cette patiente arrive, et puis évidemment, déjà, elle était descendue d'un ton par rapport à l'assistante. Et puis elle vient, elle me dit, oh, je suis furieuse, je suis allée en Italie et on m'a dit que j'avais un problème des gencives, etc. Et à ce moment-là, je regarde la patiente et je dis, eh ben moi aussi, je suis furieux. Parce que ça fait 5 ans qu'on vous en parle et il a fallu que vous alliez en Italie. Et malheureusement, moi, je ne parle pas italien pour que vous puissiez enfin comprendre ce qui se passe. Puis là, elle s'arrête d'un seul coup. Me dit, bah non, si, regardez. Et là, je vais dans mon dossier, je dis, tel jour, telle heure, on vous a pas parlé de ça? Si. Tel jour, telle heure, on vous a pas parlé de ça? Si. Là, tel jour, telle heure. Ça fait 5 ans. Puis là, elle regarde, c'est terminé. Ma secrétaire était à côté, morte de rire. Et puis là-dessus, me dit, qu'est-ce qu'on va faire? Ah ben, il suffit que vous alliez en Italie maintenant, puisque vous avez trouvé un dentiste avec qui vous vous entendez bien. Alors, elle est revenue, évidemment, après, etc. Mais donc, c'est très, très important. Il faut suivre. Voilà. Bon, tu m'étonnes ce soir. Je ne savais pas que tu étais capable de t'énerver. Oh, si. C'est théâtral, hein. Alors, une ultime question, point de vue Ouais. matériel. Donc, il faut un matériel photographique quand même assez performant. Tu peux nous Oui. donner une vague idée de ce que ça représente comme investissement? Oui, alors, si vous regardez, vous allez vous trouver à peu près. Alors, il y a différentes variantes, mais honnêtement, si vous voulez quelque chose de bonne qualité, vous allez vous situer dans une enveloppe qui tournera entre 1 500 et 2 500 euros. Pourquoi? Quand je prends celui-ci, c'est un boîtier qui est donc c'est chez Nikon le D7200, ils le font plus maintenant, c'est le 7500, mais qui est un boîtier qui est aux alentours de 700-800 euros. Et vous pouvez avoir un boîtier qui est aux alentours de 300-400 euros qui fera très très bien l'affaire. L'objectif, ça c'est très important. Moi j'ai un 105. Alors on peut aller jusqu'à 80, mais pas moins, parce que si vous prenez un 60, vous n'aurez pas la profondeur de champ suffisante, c'est-à-dire que vous devrez être beaucoup trop près de votre patient pour avoir la netteté, et du coup vous perdez vos flashs. Donc il ne faut pas moins d'un 80, sinon vous n'avez pas la distance. Le 105 est très bien. La seule chose, c'est que le 105 est un peu plus lourd, mais du coup, on va pouvoir le tenir très facilement sous la main comme ça. Et puis pour les flashs, c'est la même chose. Moi, j'aime bien ceux-là parce que il y en a aussi chez Nikon, parce que je vous dis, ils sont déplaçables, on peut les modifier et vous avez un contrôleur. Alors, on peut les avoir sans contrôleur, mais attention, ça marche beaucoup moins bien pour les photos dont on a besoin. Donc, mieux vaut prendre le contrôleur. On va être à peu près à 700 euros. On peut le trouver moins cher sur Internet. Il peut y avoir des commandes groupées, des choses comme ça, mais à environ 700 euros pour le flash, à peu près 700 euros aussi, 700 à 1000 euros pour l'objectif. Et attention, vous pouvez par exemple avoir des objectifs qui sont parfaitement compatibles Nikon, Tamron, etc. Mais faites gaffe parce que le service après-vente, c'est pas la même chose. Et moi, je me suis retrouvé avec j'avais acheté pour tester différents, j'avais un des objectifs qui a eu un problème, il est parti 6 mois. Donc si vous êtes 6 mois sans votre objectif, c'est pas possible. Donc parfois, mieux vaut mettre 200 ou 300 euros de plus, mais avoir un truc parce que j'ai dû renvoyer 3 appareils photo chez Nikon. La semaine suivante, ils étaient revenus. Donc voilà, j'ai rien d'arrangement de quoi que ce soit. On donne nous différentes procédures et vous prenez ce que vous voulez. Si vous avez déjà et que vous avez un annulaire, etc., vous n'allez pas changer, vous allez l'utiliser. Et justement, c'est intéressant de venir dans cette journée à l'heure de TP parce que du coup, on va travailler avec votre appareil, on va faire modifier tous les réglages pour que ce soit bon. Maintenant, par contre, si vous faites beaucoup d'esthétique, je vous conseille vraiment d'avoir 2 appareils parce que ce ne sont pas les mêmes réglages du tout. Et si vous devez passer 5 minutes à rechanger tous vos réglages d'appareil photo, vous perdez tellement de temps et donc tellement d'argent que l'investissement d'un 2e appareil vaut vraiment, vraiment le coup. Encore une petite question, une dernière question d'un participant. Brosse à dents souple ou médium? Alors, si on regarde actuellement, il y a un gros changement. J'en ai pas parlé, mais il y a vraiment une évolution et il y a eu une marque particulière qui a énormément travaillé là-dessus et qui ont des brosses qui sont des outils complètement différents et très innovants. Ce sont les brosses Curaprox. Pourquoi? Tout simplement parce qu'ils sont partis de ces études du biofilm. Sur les 10 dernières années, ils ont fait évoluer. Si vous regardez la brosse à dents Curaprox, qu'est-ce qu'il va y avoir comme différence? Déjà,
elle a un manche qui est octogonal. Ça veut dire qu'automatiquement, vous allez avoir une préhension à 45 degrés qui est facilitée. Ça a l'air de rien, mais ça fait déjà beaucoup. Et la deuxième chose qui est intéressante aussi, c'est qu'on va avoir en fait une quantité de brins qui est très importante. La plupart du temps, je ne vais pas remettre l'autre système de caméra, je vais plutôt le faire, si je peux, sur celle-là. Non, ce sera flou, on ne verra pas, mais ce n'est pas grave. La plupart des brosses n'ont pas énormément de poils, et si vous voulez, c'est un peu comme si vous étiez sur le sable avec un râteau. Quand vous allez brosser, vous allez faire des stries, et vous avez vu la surface et la quantité de plaques tout à l'heure sur la vidéo qu'il y a sur la surface dentaire. Il est important d'avoir plus de quantité de brosse. La quantité qu'il y a sur une brosse à dents Duraprox, c'est comme si vous aviez une raclette. Et donc, d'un seul coup, vous allez racler beaucoup mieux. Vous y arriverez avec d'autres brosses, mais vous allez devoir faire beaucoup plus de mouvements pour arriver à compenser les mêmes surfaces. Et deuxième avantage, pour répondre à ta question par rapport à souple ou médium, c'est que là, ce sont tous des poils qui sont extrêmement souples. Comme ils sont tous collés les uns les autres, ça fait un effet de tuteur, c'est-à-dire que la base est rigide, mais vous avez toute la souplesse sur la tête, ce qui fait qu'on n'est absolument pas dans l'abrasion. Et ça, c'est quelque chose d'extrêmement important parce qu'on sait aussi qu'en minimal invasive dentistry, on s'est rendu compte que tous les gens brossent. Ils brossent de façon traumatique. Et les brosses à dents, on n'a plus du tout. Il faut en tout cas plus jamais de brosse dure, ça c'est sûr. Brosse médium, ouais, mais je pense qu'il mieux vaut avoir une brosse qui a des poils souples, mais qui a une quantité de poils tellement importante qu'en fait, quand vous poussez dessus, vous avez la sensation d'avoir une médium. Et par contre, quand vous la touchez, vous êtes vraiment dans la souplesse. Voilà. Voilà, merci Kenton. Voilà, je te remercie pour ce brillant exposé. Donc, je rappelle à tous ceux qui sont intéressés par le concept que la SMD organise avec toi un cycle de 6 semaines de training avec une journée de workshop en présentiel qui aura lieu à l'automne. La date n'est pas encore fixée, mais vous aurez tous les renseignements sur le site de la SMD d'ici quelques jours. Ouais. On remercie beaucoup.